cet ordinateur. C'est parti. Alors bonjour, ici Joël Musard, à MyCowork à Paris, et c'est parti pour le deuxième partie du Collab 2019. Alors, je vais inviter les personnes participants à se présenter. Alors, je vais inviter d'abord Dalila. Bonjour Dalila, tu peux te présenter? Oui, bonjour Joël. Donc moi c'est Dalila Bebouchi. Je travaille dans un centre de recherche à Alger et je participe au Collab depuis maintenant bientôt, ça va faire une bonne dizaine d'années et je fais partie des mousquetaires du savoir. Donc j'espère qu'on fera un bon collab aujourd'hui. Voilà. Super Dalila, merci beaucoup. J'espère que tu as mis ta bulle. Oui. Et puis, je vais inviter Jean-Claude Agaspé. Bonjour Jean-Claude, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Joël, moi je suis à Gaspé, on dirait que je participe au Collab du savoir depuis quelques années. J'ai une préoccupation au niveau de la gestion des connaissances et des processus d'innovation. Et j'interviens surtout auprès des entreprises ou des organisations, des organismes communautaires dans l'amélioration des compétences à l'utilisation des outils numériques. Merci Jean-Claude. Merci. Alors, Dalila et Jean-Claude vont être nos premiers animateurs. Et là, je vais inviter Stéphane. Bonjour Stéphane, à Aix-en-Provence. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Écoutez, Stéphane Krebs. Donc moi, je suis consultant, coach et donc j'accompagne les organisations dans des problématiques, toutes sortes de problématiques qui touchent le sujet qu'on va voir ce soir, sur l'innovation, puis la gestion aussi comportementale. Voilà. Merci Stéphane. Je vais inviter aussi Loïc à Montréal. Bonjour Loïc. Bonjour Joël, comme Pascal, Joël, un des fondateurs du Collab. Et puis, moi, je travaille dans le domaine aussi de l'innovation, transformation digitale. Et donc, je vais accompagner Stéphane dans la deuxième partie sur l'innovation et puis l'empathie. Merci Loïc. Je vais inviter ici à côté Pascal. Comment ça va Pascal? Bonjour Joël, ça va? On a passé une bonne partie de la journée ensemble, tout allait bien. Et là, ça va continuer. Content de vous rejoindre au au Collab 2019. Donc, moi, je participe aussi depuis pas mal d'années à ces initiatives avec Joël et Loïc et puis Jean-Claude. Et puis les autres mousquetaires, hein, bien sûr. Donc, heureux de participer à cette session 2019 où on a des beaux sujets à débattre. Merci Pascal. Alors, je vais inviter Maxime à Montréal. Tu peux te présenter. Donc, moi, c'est Maxime Miras. Je suis étudiant en commerce international. Donc là, je suis en ce moment à Montréal pour la société Innov Concept avec leur outil de e-commerce Click Shopping. Voilà, où je suis community manager et partnership manager. Et ce sera ma deuxième participation à la Collab du savoir. Voilà. Merci Maxime. Alors, je vais inviter François Savier. Bonjour François Savier, tu peux te présenter? Bonjour Joël, François-Xavier Suire. Je suis pour l'instant courtier d'assurance. Je dis pour l'instant parce que mon cabinet est en vente et je souhaite retourner dans la gestion de projets informatiques. J'ai quelques pistes là-dessus. Donc, ce sera à voir dans les mois qui viennent. Et c'est ma deuxième participation au Collab, le premier ayant été à Montréal. Excellent, merci beaucoup. Alors, je vais vous inviter à me rejoindre sur le deuxième espace où on va être, là, qui est l'espace de co-construction 02C de 12 juin. Donc, le thème B, comment continuer à nous développer en protégeant la nature, la planète.
Donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez, à ce moment-là, voir ou suivre ceux qui n'ont pas d'accès. Charles Meyer qui vient d'arriver. Bonjour. Allô. Donc, Safari. Toudoum, toudoum. Bonjour Charles. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien Vous Charles? m'entendez? Oui, très bien. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, en fait, bonjour, mon nom est Charles Mailly. Je suis formateur technique, consultant en gestion du développement des compétences, mais surtout formateur technique, donc depuis 20 dernières années. Puis les discussions Oui, allô? à la fin m'ont toujours intéressé. Voilà. Merci. Est-ce que tu peux ajuster ton écran parce que Comme ça? oui, excellent. Non, là, tu peux le monter un peu plus. Là. Donc, Ce que je vais faire, je vais mettre une image à la place parce que mon Internet n'est pas très. c'est correct, c'est bien. Donc, je vais inviter les deux animateurs pour animer le thème, n'est-ce pas? Comment continuer à nous développer en protégeant la nature, la planète. Et c'est Dalila et Jean-Claude. Et donc, à vous, alors vous commencez par l'exercice de mindfulness. Ça va? Dalila, tu peux le faire? Je n'étais pas préparée pour le mindfulness parce que je pensais que c'était Stéphane. D'accord. Bon, écoute. J'avais lu le message de Stéphane, mais j'ai une idée. Donc, il faut fermer les yeux, se détendre, je pense, un bon moment. Surtout respirer, inspirer par le nez, Respirer, voilà. et expirer par la bouche, là, 3 fois. Là. Et D'accord. après ça, on travaille en silence. Là. Et c'est parti, on travaille en silence. Alors, il y a beaucoup de stock là sur l'écran. Donc, je passe la parole aux animateurs. Dalila. Oui, on doit donc jardiner un peu, c'est ça? Ou alors on commence à discuter, à discuter de nos bulles. Oui, tu demandes aux participants de présenter leur bulle. Donc, la parole, alors qui veut présenter en premier ses bulles? On va commencer par les invités peut-être, les nouveaux. Attendez, je vais voir leur nom. Alors, Maxime Miras, s'il vous plaît. Oui. Alors moi, j'ai simplement lu moins de quantité, plus de qualité. Oui. Vous m'entendez bien? Voilà. Oui. Parfait. Je pense que ça rejoint l'idée de consommer autrement. Supermarché, la vague du végétalien, bon, ça je sais pas trop. Je vois pas trop. Enfin, l'idée, ce serait de moins diversifier la consommation, de rester sur des éléments, on va dire, plus terre à terre, des besoins, on va dire, plus basiques, tout en gardant une qualité de vie qui reste euh, égale, voire supérieure, puisqu'on on consomme mieux. Voilà, Merci. voilà pour mon idée. Merci. Alors, est-ce que tu serais prête à ne plus boire de café en France, à ne plus manger de bananes? Non, c'est une question.
Bon, je donnerai la parole à Charles Mayer, peut-être. Charles Mayer, vous nous entendez? Apparemment, il ne répond pas. Bon, ben, je passe à Jean-Claude. OK. Moi, je peux parler un peu des bulles que j'ai placées. Puis les 3 premières bulles que j'ai placées, on dirait c'était au regard de la difficulté qu'on a d'avoir une représentation claire. La partie des scientifiques, ou en tout cas la notion d'écologie scientifique, on dirait développée. L'écologie politique est en train de se développer, puis on dit, je pense entre autres au grand rassemblement, puis on dit qu'on parle de la conférence de Paris, en tout cas ces grands rassemblements-là autour de l'écologie, on dit, sont en train de se développer. Et l'autre partie, on dit la troisième patte du système, c'est le développement économique. Comment est-ce qu'on s'installe pour faire un développement économique respectueux? Et ces trois domaines-là, 3 domaines d'influence au niveau de l'environnement, n'ont pas la même représentation. Trop souvent, ce qui se passe, c'est qu'on oppose développement économique à écologie scientifique, ou je pense entre autres au Québec, ce qui se passe de ce temps-ci, c'est la difficulté politique d'utilisation ou de consommation du pétrole. Dans le cas du Québec, on dit que le pétrole de l'Alberta, c'est un pétrole sale, et de la connaissance des scientifiques, c'est un pétrole qui est à peu près le pire à exploiter. Ça fait que toute cette représentation-là, politique, économique, scientifique, fait que les gens ne s'entendent pas. Et tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas une représentation claire, je pense qu'on va être en difficulté justement pour assurer une protection de la planète. Mon micro fonctionne maintenant. Peut-être que je peux prendre la parole. Oui. Oui, chez Charles Mayer. Je suis désolé, mon micro est mute. Donc, je peux y aller? Oui, allez-y. Ah oui, c'est ça. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, tout ce qui a été mis à l'écran, moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que tout passe un peu par l'instruction, c'est-à-dire que la question, c'est comment continuer à nous développer en protégeant la nature de la planète. C'est en instruisant les citoyens sur les impacts de bien faire ou de ne pas bien faire en lien avec tout ce qui est consommation et recyclage. Moi, je me rends compte que souvent les gens qui sont ignorants des impacts que leur comportement de consommateur amène vont amener des comportements au niveau du recyclage, de la consommation qui est déficiente. Et puis pas parce que ces gens-là sont nécessairement stupides, c'est parce que ces gens-là n'ont pas été instruits sur les impacts. Donc, je pense qu'il y a eu des efforts de conscientisation qui ont été amenés à la population, mais je pense qu'il faudrait vraiment, soit par la publicité ou par d'autres moyens de communication, les sensibiliser encore plus. Parce qu'il y a encore une tranche de la population qui, on dirait, est résistante à toute forme de changement. Et puis, c'est par l'instruction qu'on peut changer les comportements. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu dis. J'ai mis un exemple d'un outil qui a été développé par le CNRS qui s'appelle EcoJo, là. Vous trouverez le lien dessus. Et donc, le CNRS, c'est un outil concernant la consommation électrique. Et donc, ils en sont venus à la conclusion que plus on est informé, moins on consomme. Donc en fait, via l'intelligence artificielle et un certain nombre d'outils qui peuvent être liés à la domotique, par exemple, ça permet éventuellement de mettre en place un certain nombre d'informations, d'indicateurs et de sensibiliser les personnes à moins consommer. Donc là, on rentre dans un système où en fait, on arrive à une certaine conscientisation ou responsabilité
des utilisateurs par rapport à leur consommation. L'autre bulle aussi que j'ai mise, c'est bon, consommer autrement. Et actuellement, peut-être Pascal a entendu parler, parce que moi je suis à Montréal, mais il y a une vague du végétalien en France, et notamment les supermarchés ont tendance à essayer de surfer sur cette vague, ce qui permet aussi de réfléchir à la notion de consommer autrement. Et donc de revoir un peu ces modes d'alimentation. Et enfin, je crois aussi que la politique française, aujourd'hui, il y a des réflexions autour du surplus et du partage de ce surplus auprès de d'autres entités pour éviter que ce surplus soit détruit. Ouais, il y a eu des lois là-dessus, c'est sûr. Mais c'est pour ça que, après l'intervention de Maxime, je titillais pour rigoler, en fait, enfin pour rigoler, pour lancer le débat. Je suis d'accord avec ce qui a été dit aujourd'hui. Globalement, c'est vrai, plus on a de la connaissance des impacts, plus on peut être conscient et plus on peut peut-être faire des efforts. Mais je pense que ça ne suffira pas. Il va falloir qu'on trouve un sens parce que par rapport à l'exemple de Jean-Claude, l'Alberta, est-ce que le Premier ministre de l'Alberta peut dire non au sable bitumineux, a pu dire non au sable bitumineux à l'époque. Économiquement, même si ça pollue, hein, moi je suis tout à fait conscient de ça, mais est-ce qu'on a pu dire non? Est-ce que dans notre vie courante, hein, puisqu'on en parlait la dernière fois aussi, est-ce que tu es d'accord d'arrêter de boire du café parce que ça ne se produit pas chez toi ou ça se produit à plus de 1000 km de chez toi? Est-ce que tu es d'accord de manger des fruits et des légumes en fonction des saisonnalités? Et il y a des réflexions qui sont en train d'arriver même en France là, sur le bio et puis sur tout ce qui est équitable. Est-ce que les gens qui font de la culture aquaponique, comme on peut faire à Montréal entre autres ou quoi que ce soit pour des raisons, je dirais, que l'hiver est très long ou quoi que ce soit, est-ce que c'est vraiment écologique? Alors après, tout est relatif en fait. Est-ce que les Islandais qui font des tomates en plein hiver parce qu'ils ont de la géothermie qui est gratuite, est-ce que c'est un impact ou pas sur l'écologie ou quoi que ce soit? Donc le débat est ouvert en fait. Et puis, je pense que oui, le débat est ouvert. Et je trouve que ici, dans le discours qu'on doit amener, c'est d'essayer de rejoindre tous les types de clientèle, que ce soit parce que si tu fais partie de la classe moyenne, tu as accès à une certaine forme d'instruction. Si tu fais partie d'une classe qui est très appauvrie, comme aux États-Unis, il y en a beaucoup, on appelle ça des taux de pauvreté, mais c'est difficile des fois de rejoindre ces gens-là. Et puis, aussi, je trouve que le défi, c'est de créer chez certaines personnes des changements au quotidien. C'est-à-dire que au début, ils vont peut-être adapter un comportement qui est différent du comportement qu'ils adaptaient. Puis après, c'est le naturel qui revient au galop. Donc, ce qui est le vrai défi, c'est d'instituer chez les gens un comportement qui va perdurer au quotidien à travers le temps. Ça, je trouve que c'est vraiment un vrai défi. Ah, c'est l'accompagnement au changement, je suis d'accord avec toi. Parce que, oui, ouais. Je vois Moi, j'irais plus loin. J'irais, c'est un processus de socialisation qu'il faut mettre en place. Et ce processus, il ne se fait pas du jour au lendemain. Il se fait à partir, on va dire, de la maternelle, où en fait, où les professeurs ont la capacité d'amener, on va dire, un certain nombre d'éléments, de concepts auprès des enfants, de les faire réfléchir, mais aussi de les mettre dans l'action. En même temps, ça doit être jumelé avec les parents. Et ça, c'est un processus qui a lieu sur au moins une génération. Et donc, à partir de là, une fois qu'on est socialisé, on va adopter des comportements qui sont très différents par rapport aux nôtres, auquel où on est habitué à avoir une consommation de masse et puis essayer d'utiliser par exemple les derniers smartphones alors qu'on n'en a pas besoin, quoi. Et ce que tu dis là, Loïc, c'est vrai, mais une génération, c'est entre 25 et 30 ans. Donc, oui. c'est ça la prise de conscience et l'accompagnement au changement, en fait. Aujourd'hui, pourquoi
en France, en France ou dans d'autres pays, on utilise le glyphosate parce que ça coûte 4 fois moins cher que d'emmener des mecs aller enlever les mauvaises herbes dans un champ. Hein. C'est un problème économique. Et là, ce que disait Jean-Claude au début, c'est là le problème, c'est comment créer un consensus pour que la vision économique, la vision écologique et la vision sociale arrivent à trouver un consensus, en fait. Joël veut parler. Alors, je voulais dire deux choses. Une, c'était dire bonjour à Roberto, qui était là à 5 secondes, et il a disparu. Non, il est là. Il est encore là. Il est encore là. Je suis là. Bonjour, j'arrive. Bon, alors, je t'invite à te présenter, là. Donc, Roberto Fiorentino, je suis à Paris et je m'occupe de formation et des transferts de connaissances. Et je vais essayer de vous rejoindre maintenant. Ça suffit, ou tu veux plus? Merci Roberto. Et puis moi, ce que je voulais revenir, c'était sur l'aspect de la création des bacs de recyclage. Moi, je trouve que c'est ça qui a fait, en tout cas dans ma ville, qui a parti le concept du recyclage. Quand il n'y avait pas de bac de recyclage, personne ne recyclait, il n'y avait pas de compost, il n'y avait pas de recyclage des différentes matières, il n'y avait pas de classification. Et le fait qu'il y a les bacs, ça a créé une pression sur tous les voisins qui se sentent socialement obligés à sortir leurs choses. Et puis, donc, c'est pas tant une question d'instruction, c'est une question qu'il y ait un système de se mettre en place. Et là, il y a des changements concrets que je vois qui apparaissent. Là. Il y a C'était pas une obligation, Joël? Pardon? C'était pas une obligation d'utiliser ces bacs de recyclage, non? C'est pas une obligation, c'est une incitation. Une incitation. Parce que la ville, elle fait cadeau des bacs. Mais là, tout le monde voit si tu as sorti les bacs de recyclage, là, si tu as collaboré, il y a une pression sociale qui se fait. Plutôt. Ouais. Et là, aussi, il y a une répression un peu, pas fiscale, mais économique. Ouais, économique sur les utilisateurs pour qu'ils changent leur mode de consommation. Ainsi, bon, au Québec, on appelle ça étiquet. En France, on appelle ça les procès-verbaux ou les contraventions. Donc, en mettant éventuellement une politique un peu de répression, on peut amener les gens aussi à changer leur façon de faire, leur acte de consommation. Et par exemple, dans les poubelles, on a des poubelles grises et des poubelles vertes pour l'écologie, grise pour les autres. Ben, il peut arriver que certaines personnes reçoivent, on va dire, un propriétaire reçoit une contravention de la mairie parce qu'en fait, il n'a pas fait le tri de ses déchets et que les personnes qui ramassent les poubelles ont rapporté cet élément-là. Donc, on peut arriver à ce type de système qui fait qu'une fois qu'on a payé et que ça coûte assez cher, on risque de ne pas le refaire, quoi. Donc, c'est ce qui est fait dans certains quartiers de San Francisco où tout le monde a des poubelles de recyclage par catégorie. Et en fait, la poubelle qui n'est pas la poubelle ultime dans laquelle tu jettes les choses qui ne sont pas recyclables, tu payes au poids, en fait. Et à chaque fois que les camions poubelles passent, en fait, qui récoltent ta poubelle, ils la pèsent. Et à la fin de l'année ou tous les mois, tu payes en fonction du poids que tu as mis dans la poubelle. Donc, c'est des systèmes qui sont en train d'arriver comme ça, qui te forcent à avoir une vision un peu plus écologique de la planète. En fait. C'est brillant, c'est très brillant. J'adore. Moi, je constate que les routes près de chez moi, il y a de plus en plus de déchets. Donc, ça s'était calmé à un moment donné. Et donc, manier le bâton constamment par rapport à l'écologie, ce n'est pas forcément toujours la bonne solution. Ouais. Ils ne veulent pas payer et du coup, au lieu d'aller dans une poubelle qui était un moindre mal, maintenant ça part direct dans le fossé. Moi, je voudrais ajouter, les bulles que j'ai mis, en fait, c'est développer la culture de la collaboration
et la responsabilité individuelle. Et cette idée de l'écologie de l'action, de partager des expériences, il y a parfois, puisque vous avez parlé des déchets, il y a parfois des groupes qui se retrouvent pour justement ramasser des déchets. Donc, il y a des initiatives comme ça, citoyennes, des groupes qui se forment et qui donnent l'exemple et qui, voilà. Et c'est un peu l'idée de développer des expériences d'immersion. Voilà, concrètement, ben, ça peut être ces groupes, c'est simplement parfois des initiatives ou soit de villages, soit d'associations qui, voilà, qui disent on se retrouve à tel endroit et on ramasse les déchets. Moi-même, j'y ai participé et j'ai trouvé que c'était intéressant. Et c'était énorme les déchets qu'on avait pu ramasser sur une distance très courte, hein, parfois de 100 mètres. Rien qu'à 100 mètres, on s'aperçoit qu'on a plusieurs kilos de déchets. Hein. Parfois, ça va jusqu'à 80 kilos. Et pourtant, c'est voilà, c'est un endroit que tout le monde pratique. Donc, développer la culture de la collaboration et de la responsabilité, je pense que ça peut être un point intéressant. C'est Jean-Claude, c'est parce que j'avais mis une bulle, moi, concernant justement l'effet d'îlot de chaleur. Ça fait longtemps que le phénomène est connu. Les villes, on dirait à cause du béton, on dirait fait qu'en été, il y a un problème de chaleur, on va dire, et ça amène des décès. Là. Et là, quand les individus fonctionnent individuellement, ils se mettent tous chacun un petit climatiseur. Et là, on dirait c'est cette difficulté-là qu'on a de choisir la bonne solution. Et la bonne solution, on va dire en écologie, on dirait serait plus la partie verdure, la partie arbre que le climatiseur. Et là, on va dire on ne réussit pas individuellement à faire un choix collectif qui va être porteur. Parce qu'individuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on va tous mettre chacun un petit climatiseur dans la fenêtre. Là. Ça fait que notre solution individuelle à l'îlot de chaleur n'est pas efficiente. Ça fait qu'il faut aller voir un peu plus du côté des scientifiques et accepter que les scientifiques nous donnent des options ou des solutions qui ne seront pas nécessairement satisfaisantes individuellement. C'est pour ça que la partie d'options ou de solutions passe aussi par des connaissances scientifiques, on va dire. Oui. Moi, je voudrais donner un exemple. Il y a certains entrepreneurs, enfin certaines entreprises ou systèmes d'ingénierie qui ont cherché la chaleur au niveau de la terre et non plus au niveau de la production qui est faite. Et donc, on remarque qu'à ce niveau-là, en fait, les maisons doivent être tempérées parce que la chaleur provenant de la terre est quand même devient importante à l'intérieur qu'on s'appelle de la maison ou de l'appartement. Et je pense qu'en utilisant, on va dire, les ressources que l'on a, que l'on a sur la Terre, on peut faire des choses très intéressantes et diminuer toute cette consommation d'électricité, de charbon en tant que tel. Après, il y a un autre problème qui va arriver, c'est toute l'approche lobbying derrière et l'impact que ça peut avoir sur les politiques. Moi, j'avais donné l'exemple, pour rebondir à l'idée de Stéphane, j'avais donné l'exemple d'hashtag/trashtag. Ah oui, je ne sais pas si vous avez entendu parler, ça a fait un grand boom au niveau, sur les réseaux sociaux en tout cas. C'était une initiative en fait vraiment individuelle d'une personne en Algérie qui était défenseur de la nature. Il s'est juste pris en photo devant un tas de déchets et puis il a ramassé les déchets et puis il a juste repris ses photographies et puis il a mis tout ça sur Instagram et ça a fait un grand boom et vraiment ça a fait c'est partout dans le monde on faisait la même chose en fait. Et donc c'est pour ça que dans mes bulles j'ai mis
utiliser les réseaux sociaux justement pour, et ça rentre dans la socialisation en fait, pour justement promouvoir cette protection de la nature. Et ici, chez nous, chez nous, du point de vue culturel, par exemple, on n'avait pas, avant, il n'y avait pas les sachets en plastique. Bon, je sais qu'en France, maintenant, ça a diminué puisque dans les supermarchés, tout ça, on ne vous donne pas des sachets non recyclables, enfin, en les vend les sachets recyclables. Mais nous, dans le temps, enfin, dans l'ancienne génération, on avait le couffin, le fameux couffin en paille. Et là, justement, il y a plusieurs initiatives qui sont en train de faire, que ce soit de la publicité, voilà, dans la télévision, à la radio, etc., pour justement revenir à ce magnifique couffin en paille pour les achats et afin justement de diminuer la prolifération de ces sachets en plastique dans la nature. Et je pense que parfois, donc, que ce soit les médias, les réseaux sociaux peuvent vraiment aider pour améliorer ou pour développer une écologie, protection de la nature. Voilà. Donc, je ne sais pas si on a fait le tour. Je pense que tous les participants ont parlé de leur bulle. Je ne sais pas si Joël voudrait rajouter ou quelqu'un d'autre. Joël, je ne t'ai pas entendu. Ben, moi, je trouve très intéressant comment combattre la question des îlots de chaleur. Et je pense qu'il y a des initiatives actuellement qui sont de mettre de la verdure. Par exemple, développer les arbres. Ça, c'est très important. Replanter des arbres. Faire en sorte que les immeubles soient recouverts de verdure, par exemple. Donc, c'est d'autres formes d'installer dans les toits une production écologique de légumes. C'est une autre forme de... Alors, c'est des initiatives concrètes là, qui peuvent être installées. Donc, moi, je trouve que c'est des choses qu'on peut faire en attendant que les scientifiques développent des solutions très intelligentes, là, mais déjà, il y a des initiatives personnelles qui peuvent se faire, là. Donc, c'est concret et on peut développer ça, là. Et ça, c'est bon pour les personnes, c'est bon pour les individus et c'est bon pour la nature. Et puis, voilà, c'est mon point de vue. Merci, Joël. Roberto, peut-être, vous avez quelque chose à rajouter? Bon, j'ai un peu perdu le début et j'ai un peu aussi le problème de positionnement entre tout ce qui est individuel, ce qui est collectif. Donc, je viens en plus de participer à une superbe réunion sur l'utilisation des réseaux sociaux par les nouveaux mouvements des jeunes sur sauver la planète. Et c'est incroyable comment, pour quelqu'un de ma génération, je ne vois pas encore comment les réseaux sociaux peuvent être un des moteurs de mobilisation, de sensibilisation et même d'action au niveau de ce nouveau mouvement. Notamment, je parle des mouvements des étudiants, Safety Climate, avec des actions très concrètes de sensibilisation, de formation et des mobilisations sur des petites actions locales qui deviennent globales. Donc, je n'ai pas mis de bulle, mais je souligne aussi l'aspect réseaux sociaux en tant qu'outil de sensibilisation au moins.
Mais pour répondre à ta question, moi, je suis membre de certains groupes sur Facebook. Et par exemple, des groupes de personnes qui observent les oiseaux. Donc, et qui rapportent dans quelle région il y a plus d'oiseaux, pourquoi ils se développent, et juste de rapporter la beauté des oiseaux, comment ils chantent, comment ils se comportent, dans quel environnement ils sont, ça crée une sensibilisation et ça réjouit tout le monde et le monde se préoccupe justement de développer ça. Donc, il y a d'autres groupes là qui vont parler de développement de plantes, de reconnaissance de la nature, qui organisent des visites sur des sites écologiques là, et comment développer l'écosystème et comment comprendre pourquoi il y a des crues à Montréal, par exemple. Oui. Donc, Mais moi, je me souviens plus comment s'appelle la jeune Suédoise qui est en train de faire en Europe, pour moi, beaucoup de choses. Les données, c'est qu'elle a plus qu'1 million d'abonnés Twitter et qu'elle a réussi, via les réseaux sociaux, à mobiliser la dernière fois, 1,2 million étudiants en Europe. Donc, c'est pour, justement, pour aller protester pour aller essayer de responsabiliser les gouvernements par rapport aux problèmes sociétaux et écologiques. Donc, c'est une nouvelle puissance, pour moi, essentielle. Et l'autre chose, bon, vous l'avez pas, je ne l'ai pas vu, l'aspect, toutes les initiatives de caractère légal, attaquer les gouvernements pour mise en danger des personnes. C'est une autre chose où c'est en train d'aller très vite et créer des nouvelles choses. Vraiment, la notion de responsabilité légale environnementale. Bon. Merci Roberto. Hein? Pascal, tu as Moi, quelque chose à rajouter? Non, bah, enfin, par tout ce qu'il vient de dire, c'est bien. Je pense qu'on va vers ce sens. Bon, tout le monde va un peu vers ça. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un accompagnement plus important de ça et puis que je dirais, le monde économique et politique le prenne à bras le corps, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, totalement encore. Donc, tant que ces deux piliers, je dirais, n'auront pas vraiment intégré ça dans leur démarche, ça va être difficile quand même. Et le problème, c'est que la planète, elle continue à se détruire. Donc, c'est là notre difficulté, en fait. Et on n'a pas 25 ans pour faire quelque chose, c'est ça le problème. J'aimerais faire du pouce sur ce qui vient d'être dit et aussi ramener, parce que c'est Loïc qui parlait d'initiatives comme les bacs de recyclage, ou c'est Joël. Je pense que il y a beaucoup de conscientisation qui sont faits en ce moment. Il y aura toujours des gens, il y aura toujours des îlots de riz qui seront toujours un peu imperméables à toute forme de changement. Le problème, c'est qu'on ne peut plus vraiment se permettre d'avoir ces genres d'îlots de résistance. Il faut vraiment trouver une façon de rejoindre ces gens-là. C'est sûr que de donner des contraventions, c'est une façon de le faire. Utilisateur payeur, mais je pense qu'il faut vraiment. Puis c'est sûr que oui, on peut conscientiser les générations à venir. Il y a encore aujourd'hui des gens dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine qui semblent être non réceptifs à toute forme de changement qui sont amenés par la société. Puis il faut trouver une façon de rejoindre ces gens-là. Je trouve que c'est un défi. Oui, d'accord. Ça s'est coupé.
Ouais. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on passe au second thème? C'est le moment où il reste encore du temps. Il reste 5 minutes. Il reste C'est 5 minutes. Jean-Claude, là, juste pour compléter, on va dire, c'est sûr que les initiatives personnelles vont fort probablement frapper l'imaginaire. Mais au-delà des initiatives personnelles, je pense que ça va prendre des initiatives politiques, économiques et scientifiques un peu plus larges. Et ce qui est en train de se faire aujourd'hui, mais on va dire ce qui me frappe un peu plus, là, c'est l'océan de plastique. Et là, ça remonte partout dans les médias, puisque on est en train de consommer via les poissons ce plastique-là. Et là, on va dire c'est toute cette information-là qui va aller plus loin que strictement l'image qu'on a de l'océan, de la masse de plastique qu'il y a dans l'océan. Ça fait que les initiatives individuelles, oui, mais ça va prendre plus large que des initiatives individuelles. Et il y a comme un trou, OK, entre les initiatives individuelles et la masse. Tant et aussi longtemps qu'à partir des initiatives individuelles, on n'aura pas un nombre suffisant, on va dire dans la cloche de Rogers, tant qu'on n'aura pas 26 d'individus qui vont être individuellement sensibilisés, on ne réussira pas à aller chez la masse et les retardataires ne participeront pas. Il va toujours y avoir un groupe de retardataires. Ça fait que, à la base, il y a comme 2 étapes. La première, c'est valoriser les interventions individuelles, mais au-delà de ça, ça va prendre des interventions un peu plus politiques et de gestion de connaissance de la situation. Et comme le retour d'impôt pour ceux qui achètent des voitures électriques, par exemple. Oui, c'est un exemple. Tout à fait. Alors, tu peux organiser un tour de table, Dalila, pour ce thème-là? Oui, donc, alors je vais commencer par le dernier, Roberto. Vous avez quelque chose? Bon, je pense que et je suis parfaitement d'accord sur le fait que les politiques doivent bouger, et les économiques aussi. Malheureusement, les économiques bougeront soit quand ils verront qu'il y a un marché, c'est-à-dire que les consommateurs verront qu'il y a des opportunités de faire du business avec, disons, la protection de la nature, ou quand les politiques leur feront payer tout ce qu'aujourd'hui n'est pas inclus dans les prix des produits et dans le business, tout ce qui est la pollution, tout ce qui est sous forme différente. Moi, je suis très étonné que, par exemple, la taxation carbone aujourd'hui ne soit pas un des éléments essentiels. OK? C'est tout. Merci, Roberto. Stéphane? Oui, moi je voudrais rajouter, pour conclure, j'avais suivi un MOOC avec Edgar Morin et il parlait beaucoup par rapport à ce domaine, tout ce qu'on vient de dire, l'écologie. Et il avait noté qu'on vivait comme si, en fait, il n'y avait rien. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'on est réellement conscient, mais conscient au point que c'est peut-être dramatique ce qui va arriver. Et je terminerai par une citation de Berlin qui dit « Là où le péril, là où il y a le péril, il y a aussi ce qu'il sauve. »
Et Edgar Morin, il avait terminé en disant, mais malheureusement, peut-être y aura-t-il besoin du temps pour que quelque chose se passe, où il y a vraiment tout le monde qui va dans ce sens. On parlait des politiques, mais oui, quand il y a un marché, mais peut-être quand il y aura vraiment quelque chose qui montrera qu'on n'a plus le choix. Voilà. Et j'espère qu'on ne va pas aller jusqu'à cette issue. Merci Stéphane. Maxime? Ouais. Eh bien, moi, j'ai un peu du mal à suivre parce qu'on parle de social, après on parle de politique. Après, enfin, c'est assez diversifié. On parle d'actions ciblées. Moi, je pense qu'il ne faut pas compter sur la nouvelle génération. Je pense qu'il ne faut pas compter sur le social parce que les gens prennent le service ils prennent la facilité. On prendra toujours la facilité, on est comme ça. Donc, moi, je pense que le seul moyen d'atterrir sur on va dire, sur des systèmes renouvelables, c'est d'avoir des technologies qui évoluent, qui utilisent les nouveaux moyens plus simples. Par exemple, pour faire de l'énergie, il y a des moyens archaïques pour en faire. L'hydraulique, technologiquement, c'est archaïque. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un Français qui a trouvé un nouveau moyen pour stocker de l'énergie. Donc, au lieu d'utiliser des batteries au lithium, il utilise simplement ce qu'on appelle un volant moteur. Donc, il a créé un bloc de béton qui fait tourner à une vitesse immense. C'est tout simple, ça coûte rien, mais ça permet ça pourrait permettre de concurrencer des énergies. Par exemple, le solaire qui coûte avec l'investissement sur l'énergie solaire qui coûte un prix énorme avec les batteries lithium, ce genre de système pourrait le concurrencer et donc remplacer un modèle. Voilà, tout simplement. Donc moi, je pense que ça passera par la concurrence économique plus que par le social ou quoi que ce soit. Voilà. Merci. Fix? Oui, il y aurait des choses qui seraient toutes simples à faire s'ils étaient faits dès la conception. On n'a pas parlé de la réparabilité, parce que effectivement, on a le marketing qui pousse à renouveler sans arrêt certains appareils. Mais par exemple, si on veut ne pas les renouveler parce que ceux qu'on a nous conviennent très bien, on n'a pas toujours la possibilité de les réparer, soit parce qu'ils n'ont pas été prévus pour, soit parce qu'au contraire, le constructeur fait en sorte que ce ne soit pas réparable. Soit parce qu'il n'y a pas de technicien, soit parce que les pièces ne sont pas disponibles, ou alors que c'est carrément mal fabriqué et on ne peut pas le réparer. Et ça, je voudrais rajouter une petite chose par rapport à ce que tu dis, c'est la durabilité. Parce qu'aujourd'hui, on prend les smartphones, ils sont faits pour 2 ans et puis après, il faut en acheter un nouveau parce qu'en fait, le système d'exploitation n'est plus utilisé. Et donc, en fait, on oblige les individus à racheter le dernier smartphone super haute technologie alors que dans 2 ans, il ne sera, le système d'exploitation ne sera plus mis à jour alors que l'outil en tant que tel est utilisable encore pendant plusieurs années. Par exemple, moi j'ai un Galaxy Note 3, ça fait 7 ans que j'utilise et il fonctionne encore très bien. Donc, quel est l'intérêt d'amener les gens à consommer si on peut mettre en place une politique de durabilité, ça pourrait être très intéressant, quoi. Ouais, mais ça justement, c'est pas les constructeurs qui mettent en place ça. C'est la sociale en général. C'est-à-dire que c'est un mouvement, c'est dans la société où on a un besoin de montrer qu'on a le dernier téléphone. Parce que concrètement, on pourrait garder un smartphone 10 ans et continuera à marcher 10 ans. Voilà. C'est économique, hein, on peut gagner de l'argent. Hein. Parce qu'on est basé sur la consommation, c'est tout. Le modèle est basé sur la consommation. Donc, si je consomme, c'est que j'existe. Et puis voilà, c'est ça le problème. On a un problème là-dessus, en fait. Si tu prenais des exemples, un frigidaire, avant, ça durait 20 ans. Une machine à laver, ça durait 10 ans. Maintenant, ça ne dure pas autant. C'est parce que les marchands ont intérêt que tu le changes régulièrement. Donc là, il y a une prise de conscience à faire et puis surtout à faire bouger les industriels sur le sujet. Bon, l'obsolescence programmée,
il y a quelques lois qui commencent à sortir pour l'empêcher, mais c'est pas encore gagné. Donc, Ça a toujours été un échec. En France, il y a eu des réflexions à ce niveau-là pour éviter ce genre de problème, mais en fait, ils ont jamais réussi à aller jusqu'au bout, quoi. Pas totalement, non. Il faudrait peut-être aller sur le développer l'empathie et l'innovation. Et ça va nous amener peut-être... Ça peut nous aider, je suis d'accord avec toi, Stéphane. Alors moi, je propose de faire des rencontres comme le Collab qui sont plus écologiques. Parce que si il fallait que tout ce beau monde qui est autour de la table soit à la même place, et se transporte et tout ça, c'est tout un dégât écologique, là. Tandis que comme ça, on peut travailler très bien, mieux et de façon plus écologique, là. Un peu plus écologique. Là, on est en train d'utiliser des serveurs qui consomment de l'électricité. On est en train de faire plein de choses. Attention aussi à des nouvelles technologies qui sont très énergivores. Je suis d'accord avec toi, Roberto, mais avec le pigeon voyageur, il faudrait plus de temps pour échanger les messages. Non, on est d'accord, mais la meilleure façon de dépolluer la planète, c'est de ne pas la polluer. C'est vrai. Ok. Alors, au temps du cheval, Paris ne devait pas être très très propre. merci pour cette belle discussion. Et je vais inviter à nous rejoindre sur notre espace, n'est-ce pas, qui est l'espace 02D, espace de co-construction 2 du 12 juin. Et là, on va parler du thème A, comment développer la créativité et l'empathie pour innover. Alors, je passe la parole à Stéphane qui va animer notre mindfulness là, pour nous remettre sur ce thème-là. Stéphane, à toi. Ok. Donc, moi, je vous propose de faire un travail de pleine... Allô? C'est tout est coupé? De manière active. Vous m'entendez? Oui. Oui. C'est revenu, là. C'était parti pour une seconde, là. Ah, c'est en fait de regarder toutes choses de manière active et de les regarder comme nouvelles. Et donc, je vais vous proposer donc, par la respiration de tourner l'attention vers l'intérieur, vers le corps. S'il y a des sensations ou s'il n'y a pas de sensations, l'idée c'est d'expérimenter ce qui se passe en nous et d'être attentif à ce qui se passe en nous. Moi, j'entends. Vous m'avez entendu? Oui, en partie, pas tout le monde t'entend là. Tu reprends? Moi, à un moment donné, j'ai plus entendu Stéphane. Alors, je peux reprendre. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Oui. Voilà. Donc, je proposais qu'on tourne notre attention vers notre corps, et quelles que soient les sensations qui se font sentir, et il peut ne pas y avoir de sensations. Ce qui est important, c'est de vraiment sentir, même s'il y a des pensées, de les noter, les remarquer, et de laisser glisser ces pensées. Mais ce qui est important, c'est de ressentir ce qui se passe en nous. Alors, on peut respirer ou on peut prendre quelques instants comme cela. Et puis après, on peut commencer à déposer des bulles si on le souhaite.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, Ah ouais, ça y est. positif. Très bien, parfait. Oui, la dernière fois, dans le premier collab du Saint-Juin, ce qui était ressorti, c'était l'humain, que l'humain soit au centre, d'expérimenter l'empathie et d'avoir des expériences sur ce on allait faire. Et comme on est dans l'innovation, pourquoi pas ne pas innover? Donc, je vais vous demander de peut-être lire certaines bulles, pas forcément les vôtres, et laisser venir les images, le ressenti, et peut-être un questionnement. Pour ceux qui pouvaient parler, vous pouvez parler. Bon, je prends la parole. Oui. Alors, je vais juste, je vais parler je vais parler de mes bulles, mais je n'en ai pas mis beaucoup, mais je vais parler de ce que je pense moi. En fait, moi, pour moi, l'innovation, ça vient pas comme ça, puisque c'est un ensemble, ça vient pas comme ça. Il faudrait qu'il y ait plusieurs idées partagées afin de pouvoir innover. Mais pour avoir des idées, donc, il faudrait qu'il y ait de la collaboration. Après, pour pouvoir collaborer, il faudrait qu'il y ait de l'empathie. Et c'est à partir de là, donc on va retomber sur l'humain, c'est à partir de là qu'on peut espérer avoir de l'innovation. Maintenant, c'est quoi l'empathie? D'ailleurs, j'ai écrit comprendre l'empathie. C'est quoi l'empathie? Et comment développer cette empathie? Alors, j'ai eu l'occasion de voir qu'il y avait dans le domaine du marketing, pour justement innover dans des produits, on mettait des cartes d'empathie. Je ne connaissais pas avant et que j'ai découvert donc il n'y a pas très longtemps. En fait, c'est que prendre chaque individu et décortiquer ce qu'il y a dans sa tête en fait. Qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il dit, avec qui il s'entend bien. Se connecter. Se connecter, voilà. Et donc, on revient à l'humain en fait. Donc, c'est ce que j'ai mis. Et moi, dans ce que je fais actuellement, je voudrais bien, par exemple, instaurer, enfin, proposer cette carte peut-être remodifiée dans le domaine de la formation et de la collaboration. Donc, parce que c'est pas évident, il n'y en a pas toujours des groupes qui fonctionnent bien quand on est quand on est en formation, donc dans un travail collaboratif. Et parce que forcément, il n'y a pas, enfin, les groupes ne se forment pas sur une base empathique. Et justement, j'ai trouvé que la carte d'empathie, dès le départ, c'est bon d'avoir des compétences, c'est bon de connaître les compétences de l'autre, etc. Mais tant qu'on ne sait pas comment l'autre voit les choses, comment l'autre ressent, ce que disent les autres, etc., ça peut ne pas marcher, en fait, quand il y a un travail de collaboration. Voilà. Très bien. Merci, Dalila. Est-ce que justement, ça résonne ce que vient de dire Dalila? Est-ce que... Je crois que moi, je viens juste, sur les propos de Dalila, je viens juste de mettre une bulle, c'est comment supprimer les résistances, puisqu'en fait,
Dans une organisation, on peut avoir des personnes qui souhaitent innover, d'autres qui ne souhaitent pas. Et donc en fait, comment travailler, comment mettre en place une méthode de façon à essayer de supprimer ces résistances et de permettre une facilité de collaboration et de coopération entre les personnes. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont des outils, des idées qui permettraient de supprimer on va dire, ces résistances au développement de l'innovation? Mais moi, ce que je vois, c'est que on est tous équipés en nez avec des outils qui nous permettent d'entrer en relation avec les personnes, de sentir l'autre, de se mettre à la place de l'autre. Et ça, je trouve ça très enrichissant. Et je le vois ici autour de la table, même si on est à des millions de kilomètres les uns des autres, là, on se voit à l'écran, on peut voir le ton de la voix, on peut entendre l'esprit de collaboration, de comprendre, et puis il y a un esprit de co-construire. Donc, je vois que ça fonctionne. Et tous les participants peuvent le faire, là, et même si on est très différents les uns des autres. Et ça, je me réjouis de ça, là. Merci Joël. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Justement, par rapport à ce qui vient d'être dit, le fait de pouvoir se connecter les uns les autres, malgré notre diversité, et peut-être malgré ou grâce à notre diversité, j'allais dire. C'est Jean-Claude. Joël, parce que tu as posé une question de fond, hein, une question fondamentale, là. Qu'est-ce qui nous pousse à innover? Puis là, on va dire, j'avais mis 2 bulles, on va dire. La première bulle que j'avais mis, on va dire, c'est Build it and they will come. Et la bulle qu'il y avait au côté, c'était ne donnez pas au client ce qu'il veut, mais lui donner ce qu'il pourrait aimer en fonction de ce qu'il est ou en fonction de ses attentes, en fonction de ses besoins, etc. Et trop souvent, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu l'industrie bâtir et pousser ses produits. Puis là, je prends l'exemple du téléphone à Loïc. On va dire, ils t'en ont poussé plusieurs produits, Loïc, depuis ce temps-là. L'industrie devrait plus penser à comment est-ce qu'on peut lui donner un produit qui va améliorer sa situation, qui va lui coûter moins cher, qui va le rendre un peu plus satisfait. Et c'est cette approche-là qui n'a pas été faite. On est en rupture entre 2 mondes, le monde de la production et la capacité de mettre un nouveau produit qui va nous donner plus de valeur ou qui va amener plus de valeur. Et c'est pour ça que ta question est, qu'est-ce qui nous pousse à innover? La question est de fond, l'industrie nous pousse parce qu'il veut faire de l'argent, mais en termes de satisfaction client, on n'est pas toujours là. Oui, mais… Même du besoin, au-delà oui. de la satisfaction, il y a le besoin aussi. Parfois, Oui. Le marketing crée le besoin. Hein. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, les entreprises, à partir du moment où il y a on va dire, une innovation qui arrive sur le marché, en fait, elles segmentent leurs produits. Ce qui fait que, par exemple, on prend Samsung, ils ont 10, 15 produits qui sont tous différents, à des tarifs différents en tant que tels, et qui fait qu'ils peuvent toucher toute une tranche de population. Ainsi certains, le Galaxy Note ou le Galaxy Fold va toucher une population, on va dire, soit de geeks ou soit de personnes qui sont riches parce que ça coûte très cher. Et puis d'autres téléphones Samsung vont toucher une population beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins aisée là-dessus. Donc, pas évident parce que la stratégie, si on prend la stratégie d'Apple, c'est quoi? C'était un téléphone à l'origine qui a duré pendant 10 ans
Et au bout de 10 ans, ils ont commencé à diversifier leur process pour proposer 3 types de téléphones. Donc, on a une gamme peut-être plus homogène et les consommateurs sont peut-être moins perdus dans une gamme Apple que dans une gamme, on va dire Samsung, sur lequel on ne sait plus quel outil choisir in fine, quoi. Moi, je dirais, pour compléter ce que tu dis, c'est Apple a fonctionné avec son iPhone parce qu'il a apporté une innovation de rupture. Tout à Il fait. a apporté quelque chose. Aujourd'hui, depuis 10 ans, il n'y a plus rien qui est inventé sur la téléphonie. On te propose plus de RAM, plus de pixels, et puis un écran plus grand, un écran pliable ou ce que tu veux. Mais il n'y a plus d'innovation de rupture. Et moi, ce que je pense que quand les équipes d'Apple ont créé le iPhone, au niveau de l'empathie, ils ont essayé de dire on va trouver quelque chose qui va apporter quelque chose de nouveau. Ça va créer de l'empathie. On l'a vu dans leur publicité. Leur publicité, elles ne te vendent pas un produit. Elles te vendent des sentiments, elles te vendent autre chose. Elles te font réfléchir sur ce que c'est que la famille, ce que c'est que Noël, ce que c'est que. Ils C'est travaillent sur vraiment autre chose. l'émotion. Ils travaillent sur l'émotion, en fait. Et bah, si on veut parler d'empathie, il faut qu'on travaille dans l'émotion. Donc, et là, aujourd'hui, comme le modèle économique est basé sur la production, par rapport à ce que disait Jean-Claude au tout début, là, dans la production, il n'y a pas d'émotion. La seule émotion, c'est le dollar, en fait. Alors, la question, le lien entre l'empathie et l'innovation est très importante. Oui. Et ce lien pourrait être l'émotion. Donc, comment créer une émotion? Comment la gérer? Du Comment la sens. développer? Moi, c'est vrai, c'est l'émotion et le sens que ça apporte derrière, je dirais. Si aujourd'hui Airbnb a bien fonctionné mieux que certains hôtels à un certain moment, c'est parce qu'il amenait quelque chose qui n'existait pas, qu'il amenait une proximité, une facilité, et donc un nouveau segment. Et donc c'est ce qui a fait que les gens se sont sentis empathiques et aller vivre chez d'autres personnes parce qu'on va créer du lien, on va créer ce genre de choses. Et après, c'est ça qu'il va falloir créer, cette empathie et ce sens. Et donc aujourd'hui, ce qui ne marche pas, c'est tout ce qui n'apporte pas de sens. Ou alors tout ce qui a fonctionné parce qu'on est dans un monde matérialiste et qui aujourd'hui commence en train de régresser parce qu'on dit ok, on m'a poussé du produit, mais est-ce que j'en ai réellement besoin? Ok, merci Pascal. J'aimerais peut-être entendre Maxime, qu'est-ce que par rapport à l'empathie, l'innovation, ce qui a été dit, est-ce que... Bah, moi, ça m'inspire pas beaucoup, hein, franchement. Je sais pas D'accord. trop quoi dire. Non. Je partirai peut-être plus tard, pour essayer de synthétiser un peu les idées, mais franchement, je sais pas trop quoi dire. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Commençons par là. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à l'innovation et justement à l'empathie? Qu'est-ce que... Bah, l'innovation, pour moi, elle est là pour essayer d'exploiter, on va dire, dans le marché, des sources qui n'existent pas encore. Voilà, pour créer des opportunités. Après, l'empathie, j'en vois pas. Je vois pas des marques, par exemple, ou je vois pas des constructeurs se poser la question des réels besoins. Ils sont plus dans la création de besoins que dans la résolution de réels besoins. Voilà, ce que je pense. Après, parce Merci. que bon, s'ils seraient dans la résolution de réels besoins, ils se tireraient une balle dans le pied, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on consommerait moins, finalement. Parce qu'on serait totalement satisfait. Voilà. FX voulait peut-être réagir. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce qu'effectivement, on est constructeur automobile, mais j'ai vu récemment un logiciel qui s'appelle TimeTonic, qui est en fait un croisement entre Microsoft Excel et Access. Et en fait, il apporte des fonctionnalités de base de données avec quelque chose qui est aussi simple qu'un tableur. Et en fait, ça permet de créer très facilement le logiciel dont on a besoin. On ajoute des colonnes comme on veut, il y a un moteur de recherche qui est déjà intégré. Et je pense que justement, l'éditeur, il a bien innové
en répondant à un besoin qui existe dans plein d'entreprises, qui est de gérer des données tout simplement, mais de le faire très très simplement, quoi. De le faire nativement comme on crée un tableau, quoi. Et petit à petit, on enrichit son tableau avec de nouvelles fonctionnalités. Et donc, il y a vraiment là un souci d'empathie avec le client. Empathie, oui. En répondant à un vrai besoin. Mais parfois, le besoin n'est pas clairement identifié. Ou la façon de le faire. Et donc là, il y a vraiment une innovation. Oui, je pourrais rajouter, par exemple, si vous utilisez des outils comme Google, comme Amazon, quand vous naviguez à l'intérieur, c'est complètement horrible. Ou encore, vous essayez de créer, on va dire, un serveur sur le cloud. L'utilisation des outils en tant que tels ne sont absolument pas ergonomiques. Et donc, rajouter une couche de simplification permettrait, si vous voulez, de créer beaucoup plus, on va dire, d'appropriation de ces outils et de développement. D'ailleurs, je pense que les acteurs comme Samsung, Huawei et d'autres personnes l'ont très bien compris avec l'interface Android, qui est pas forcément évidente avec 50 000 options. Et avec leur surcouche, ils essayent de travailler sur cette façon de créer, on va dire, une ergonomie, une émotion, une appropriation beaucoup plus simple, de façon à permettre à des utilisateurs beaucoup plus néophytes de pouvoir, on va dire, configurer leur système par rapport à leurs besoins. Et la question qui me vient, c'est comment vraiment créer cette empathie pour répondre réellement aux besoins. Comment rencontrer finalement ce client? Moi, à mon avis, il y a plusieurs cas. Il y a le cas où, en fait, on a du tracking sur les outils. Donc, ce tracking permet d'identifier les chemins dont l'utilisateur utilise pour faire telle ou telle action. Et à travers ce tracking, il est parfaitement possible de voir que peut-être le process n'est pas aussi simple qu'on l'avait pensé au départ et que c'est compliqué pour un utilisateur lambda. Après, il y a aussi d'autres outils en place, tels que les interviews, qui peuvent être très intéressantes, puisque en même temps, on est face directement au comportement de l'utilisateur ou du consommateur, et donc on peut discuter avec lui et lui-même aussi lui-même interagir avec d'autres acteurs, ce qui fait que on peut récolter aussi un ensemble d'informations sur ces interactions-là. Ce sont deux exemples d'outils, quoi. Oui, merci Loïc. Roberto, vous voudriez dire quelque chose par rapport à vos bulles ou par rapport à ce qui a été dit? Est-ce que ça résonne, ça vous parle ou... Alors, moi, déjà, j'ai un problème de fond, l'idée de développer l'empathie pour quelque chose. Pour moi, c'est dès qu'on commence, c'est une injonction paradoxale de dire devenir empathique pour faire quelque chose. Ça nie l'idée même de l'empathie. Alors, après, cela dit, il y a beaucoup de techniques qui sont utilisées par les industries, alors sous le nom générique de design thinking ou autre chose, les ateliers, les autres choses, mais qui ont comme base, qui présupposent l'empathie pour la capacité à se mettre dans la peau de l'autre, mais pas pour la développer, c'est pour l'utiliser. Donc, oui, il y a plein d'outils pour mobiliser l'empathie, mobiliser mais ça sont des caractéristiques qu'il faut développer avant. C'est pas pour l'innovation. Après, oui, on en revient à comment mobiliser l'humain autour de l'humain. Et après, vous êtes en train de parler d'une utilisation instrumentale de certaines compétences humaines pour faire quelque chose, pour innover, pour produire mieux, pour réduire les coûts, pour quelle que soit la chose. Donc, je suis un peu
Je comprends. partagé sur le thème même. Alors justement, comment on aurait pu modifier ce questionnement? Pour moi, il y a deux questions. C'est comment développer la créativité et l'empathie, point. OK? Et comment utiliser des compétences d'empathie et de créativité. Alors, pour innover, je dirais, ça ne me plaît pas beaucoup, mais c'est pour trouver des solutions innovantes. Le but, c'est de trouver la solution, ce n'est pas innover pour innover. D'accord, merci. Mais moi, je pense qu'il faut développer des nouveaux schèmes en fonction des possibilités techniques actuelles et de simplifier le processus. Par exemple, l'autre jour, on m'a invité pour utiliser une nouvelle borne, supposément toute nouvelle, extraordinaire, pour que je puisse acheter un billet de train. Et puis, elle est toute construite selon des schèmes de pensée du 19e siècle. Elle n'est pas capable de cracher une carte de rabais, par exemple. Ils insistent pour l'envoyer au domicile. Eh ben, si tu n'es pas du pays, c'est comme un ridicule qui tue, là. Donc, c'est quoi? Alors, ces bornes sont faites pour supprimer du personnel. Mais là, il faut du personnel pour expliquer l'usage des bornes. Il y a quelque chose qui tourne mal. Joël, tu es en train de parler d'un exemple qui n'est ni innovation, ni empathique, ni créatif. Ben, il se veut innovation, mais je suis d'accord avec toi, il n'est ni empathique, ni moderne, ni quoi. Là, c'est le contraire. Là. Et Oui. Joël, c'est justement parce que ça n'amène pas de valeur. Tu sais, ça n'amène pas de valeur au client. Et c'est là, on dit, quand on regarde une innovation, est-ce que cette innovation-là amène de la valeur? Dans ton cas à toi, là, on va dire ça n'a pas amené de valeur. Là. Et là, on va dire c'est pas une innovation. Bien d'accord. Bien d'accord. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à ce qui vient de dire sur la finalité, justement? C'est ça qui me semble finalement très, très important. Et Le besoin, oui. Et oui, et oui. Le besoin, c'est... Est-ce qu'on crée le besoin ou est-ce qu'on le fabrique ou est-ce qu'on le suscite? C'est un gros débat, ça. Hein. Voilà, il y a cet aspect besoin, mais ce dont parlait Roberto, c'est le fait que finalement, on va se servir de quelque chose qui a de la valeur en soi, l'humain, qui est inestimable finalement, si j'entends bien, et on va se servir de ce qui est inestimable pour, voilà, pour une finalité qui est marchande, mercantile, commerciale. Bon, n'exagérons pas, il y a plein d'innovations aussi dans le domaine social, sociétal, qui correspond à des vrais besoins. Oui. Mais où je mets la nuance, c'est devenir empathique n'a pas une finalité qui soit marchande, c'est un acte gratuit. C'est un acte d'une décision d'une personne de développer certaines compétences d'intelligence émotionnelle et tout ça. Après, un des annexes, c'est que ça permet d'identifier des besoins réels ou des besoins latents pour imaginer des solutions. Mais il faut déjà être empathique avant. Dans l'exemple de Joël, quand les ingénieurs qui n'ont jamais vu un client, ni discuté avec lui, ni jamais pris le train, eux-mêmes essaient d'innover, c'est une catastrophe. Mais qui commencent par développer leur capacité d'écoute.
Merci. Charles Meyer, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça? Allô? Il nous entend. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait réagir. Comment s'écouter? Ça, c'est une vraie question. Déjà, comment s'écouter dans un groupe, mais comment que l'industriel écoute le client? Ça, c'est un sujet, hein, parce que je reprends l'exemple, on discutait cet après-midi avec Joël, on prend un GPS comme Waze. Waze, quand tu lui demandes d'aller de A vers B, il va te prendre le chemin le plus rapide ou le moins cher, mais il va pas, si tu as envie de prendre la scénic road, il va pas te le trouver. Hein. Donc ça veut dire que là, les équipes de Waze sont pas à l'écoute des clients, parce que si moi j'ai besoin d'avoir la route, je dirais touristique, comment je fais? Faut que je le débrouille. Donc, est-ce que le GPS va me servir à quelque chose dans ce cas-là? Oui, mais Waze peut te proposer différents schémas de. Ouais, mais c'est pas. Oui, mais il va te chercher le truc où c'est le plus rapide, le moins cher, parce qu'il n'y a pas d'autoroute. bien sûr. Oui, non, je suis Est-ce que d'accord. tu as un marché suffisant pour Waze? Comment? Est-ce que tu es un marché suffisant? Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Est-ce que je suis un marché suffisant? Mais si on parle de l'empathie, à un moment donné, ou de l'évolution, l'innovation dans les services, c'est pour être un marché suffisant, à un moment donné, il faut qu'il y ait un signal faible qui dise tiens, il y a 2 Pascal Bernardon en France qui ont besoin de faire du scénic road. C'est peut-être pas un marché suffisant, mais on peut peut-être le proposer à tout le monde, et puis peut-être qu'on va développer du marché autour de ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est le marché des guides touristiques, c'est plus du tout le marché des GPS, mais on pourrait très bien envisager l'un dans l'autre. Ouais. Donc, c'est par rapport à répondre à la remarque de Stéphane, c'était comment un industriel, quel qu'il soit, est à l'écoute de sa clientèle pour mieux innover demain, en fait. Et comment il crée cette empathie vis-à-vis de sa communauté de clients pour que demain, son service évolue et qu'il s'aperçoive que dans son produit, dans son service, il faudrait qu'il rajoute ce petit truc, même si au départ, ce n'est pas un marché juteux, et que ça peut le devenir parce qu'on va penser autrement, on va aller autrement, je ne sais pas. Moi, je crois Comme qu'il y a exemple, moi j'ai abandonné une certaine banque que je nommerai pas parce qu'elle gelait les chèques de mes clients pendant une semaine et je n'avais pas accès à cet argent-là. À jouer avec ton argent. Oui, mais moi je crois qu'il y a 2 choses à prendre en compte. Il y a le processus de création, de développement et de prototypage qui, lui, sera basé sur l'empathie, l'écoute du client. Et après, il y a le processus d'optimisation. Alors, le premier élément jusqu'au prototypage et à la sortie du produit sur le marché, c'est essentiellement basé sur l'empathie, puisqu'on va essayer de répondre à un besoin sur le marché, essayer d'identifier, si possible, un besoin caché. Mais après, dans la production et le développement, celui-ci ne se fera pas sur l'empathie, il va se faire sur l'optimisation des process en tant que tel, et in fine, il n'y aura peut-être pas, les futurs besoins ne seront peut-être pas réintégrés dans l'outil parce qu'ils seront considérés trop faibles par rapport, on va dire, au coût de développement. Donc, et c'est peut-être le cas de Waze. Waze, il est arrivé parce qu'on a identifié un besoin qui était clair, qui était net, ou qui était de dire, OK, les personnes qui vont d'un trajet A à B ont besoin d'avoir une optimisation de ce trajet de A à B parce que il y a des problèmes de circulation, il y a des problèmes. Oui, mais optimisation selon quel paramètre? Attends, laisse-moi terminer. Non. Et après, j'ai pas d'empathie pour toi. Et après, par la suite, si vous voulez, le process en tant que tel est passé sur un process, on va dire,
d'optimisation, quoi. Et donc en proposant des fonctionnalités qui font que bon, ben, on peut faire différents types de trajets, mais l'outil ne pourra pas être capable d'anticiper que moi, à la prochaine intersection, je ne veux pas tourner à gauche, mais je veux tourner à droite parce que je dois faire un petit tour quelque part, quoi. Ouais, mais alors je rebondis sur ce que tu dis là. Il y a un contre-exemple en fait. Sur Waze, il y a des gens qui se plaignent en France de Waze parce qu'aujourd'hui, Waze, comme il optimise les chemins et qu'il gère le trafic aussi, il fait passer par des endroits où il n'y avait pas de bagnole, où maintenant il y a plein de bagnoles et que les riverains se plaignent parce qu'il y a trop de bagnoles à cause de Waze. Bah, c'est la rançon du succès. 2 secondes. Je suis pas sûr. Je crois que Charles est revenu parce qu'à un moment, il nous a quittés. Et est-ce que Charles Meyer pourrait dire quelque chose par rapport à ces bulles Allô, Charles? Je crois qu'il... Bon, désolé, Pascal, désolé de t'avoir coupé. Non, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est bon. Parce que je croyais qu'en fait, il nous avait quittés et j'ai entendu un petit bruit, donc je pensais qu'il était revenu, mais apparemment, il n'est pas là. C'est parce qu'il a coupé son micro, là. Ah, alors comment faut-il faire? Tu attends qu'il se débloque, là. D'accord. Ou tu peux lui envoyer un petit mot par chat. D'accord. Voilà. Charles, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Bon, si... Non, ça va pour moi. C'est beau. D'accord. C'est pour moi. Très bien. Merci. Donc, il nous reste 4 minutes. Oui. Et donc... oui, vaut peut-être mieux qui... Alors, Jean-Claude, un mot pour conclure. La question de fond, c'est pourquoi innover? Pour le modèle d'affaires ou pour le client? Et c'est un peu ça la vraie question, là. C'est une bonne remarque. Très, très bonne remarque. Il faut le noter. On va le noter. On aura un moment pour noter les suggestions. Donc, merci pour le mot de conclusion. Un prochain sujet pour le collab. Ouais. Dalila, est-ce que tu veux justement pour le mot de la fin dire quelque chose? Dalila, tu m'entends? Moi, j'avais un autre exemple d'innovation, en fait, mais pour le client, cette fois-ci. Dans le sens développer l'émotion, donc toujours dans le domaine de la pédagogie. Donc, c'était une innovation pédagogique que des chercheurs ont expérimenté sur des apprenants qui se formaient intégralement à distance. Et, parce que quand on se forme à distance et qu'on a à travailler dans des groupes, on n'a pas cette possibilité de voir les expressions du visage. Et donc, quand la personne n'est pas contente, n'est pas d'accord, etc., on n'a pas cette occasion de voir les expressions du visage de l'autre. Et donc, ces chercheurs ont développé une application dans laquelle chaque étudiant pouvait mettre des émojis qui exprimaient ou une personne contrariée, une personne frustrée, une personne contente, une personne d'accord, etc. Ils mettaient à chaque fois, donc au moment du travail, au moment de leur travail en groupe à distance, ils mettaient à chaque fois ces emojis, leur ressenti, en fait, les émotions qu'ils ressentent par rapport à ce que l'autre dit. Et ça a été expérimenté sur un petit groupe d'apprenants. Donc, les chercheurs, on va dire. C'est la facilité. Pardon. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Désolé, mais
on doit quitter le local. Ok. Donc, il y a des normes concrètes qu'on doit respecter. Ah, d'accord. Et donc, moi, je vous invite à nous rejoindre sur l'espace de rétrospective du 12 juin, qui est la 04 espace de rétrospective du 12 juin, et mettre vos commentaires, vos ressentis, vos propositions de la journée, de l'expérience d'aujourd'hui et des commentaires, les commentaires que vous voulez partager. Donc, pendant que vous mettez les bulles, on va commencer le tour de table final. Donc, Stéphane, tu peux animer le tour de table final? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, Maxime, oui, écoutez, pour ce mot de la fin. Bien, c'est toujours enrichissant d'avoir des idées différentes. Ouais. Moi-même, on va dire, je suis assez, comment dire, fermé. Donc, c'est bien de voir, de voir la rapidité de traitement. Voilà. Mais après, j'ai quand même du mal à suivre parce que je trouve que les sujets comment dire, on bascule souvent d'un problème à un autre. Voilà. J'ai un peu du mal avec l'organisation. D'accord, très bien. Merci. Voilà. Merci, Maxime. François-Xavier, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est toujours très enrichissant. On parlait tout à l'heure de l'empathie et puis de l'innovation. Pour l'innovation, il faut de l'empathie. Et l'empathie, c'est aussi se nourrir entre guillemets, des idées des autres pour former ses propres idées. Et je pense que c'est l'essence même du Café Lab. C'est ce qui s'y passe. On reçoit des idées des autres, des points de vue des autres. On construit son point de vue à la fin. Donc je trouve que c'est toujours assez riche et intéressant. Mais par contre, il y a des moments où j'étais très clairement en manque d'inspiration. Le deuxième sujet, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans et à faire le lien entre l'empathie et l'innovation. Justement, le fait des échanges, des idées des autres participants permis de… Ça nourrit. Exactement. Merci. Roberto, vous voulez dire… Je partage un peu avec Maxime la richesse, génial, plein d'idées. Pour moi, soit le thème est trop vaste, et donc j'ai l'impression qu'on joue un peu à ping-pong entre… on n'approfondit pas des bulles, donc j'aimerais bien peut-être plus… serrer la question. Et où, à un moment donné, se dire, je ne sais pas si c'est possible, de dire on vote sur une des bulles qu'on a été mise et on développe cette bulle-là pour… on a choisi une, mais à la place de répartir sur l'ensemble des choses. Donc, aussi parce que l'empathie, ça veut dire aussi écouter et comprendre et approfondir. C'est pas seulement écouter une fois. Et donc, il y a des moments où j'ai entendu des choses qui résonnaient, mais ce n'était pas suffisant pour qu'elles résonnent vraiment en profondeur. J'aurais bien aimé en savoir beaucoup plus. D'accord, merci. Merci pour donner cette innovation. On prendra ça pour la prochaine fois. Pascal, pour le mot de la fin. C'est un collab 2019 et c'est un bon cru. Il y a eu des bons échanges. Je suis d'accord avec Roberto. À chaque fois, on ne peut pas aller au fond des choses, ça c'est sûr. Déjà, en 1 heure de temps, refaire le monde, ça va être dur.
Parler de l'empathie, pareil. Donc alors, c'est vrai qu'à chaque fois, on a ces réflexions-là sur le collab. Ça fait plusieurs années où on demande à focaliser un peu plus sur un sujet plus restreint. Mais à chaque fois, c'est jamais simple à organiser parce que on demande aux gens de faire un choix et il y a des questions qui sont posées. Et donc, il faut qu'on y réfléchisse pour la rétrospective, en fait, pour voir si dans les prochains collabs, on peut être un peu plus restreint sur le périmètre, mais d'aller plus en profondeur sur le sujet. Sinon, j'ai été très heureux de pouvoir partager avec vous, en tout cas, sur ces séances. Bah, moi, j'ai rajouté une petite chose, Loïc, pour faire aussi mon mot de la fin. Je considère le whiteboard comme un travail d'échange et de collaboration entre nous. Donc, on partage nos idées, éventuellement nos concepts, nos expertises, nos théories. Mais après, il y aurait un deuxième travail à faire qui serait d'utiliser ce whiteboard et d'aller chercher la connaissance à travers les concepts qui ont été mis en place. Donc, et c'est ça, à mon sens, aussi qui est intéressant sur des thématiques de ce genre-là, c'est que on apporte une certaine connaissance, une certaine collaboration entre nous. Après, c'est à nous de faire un travail d'introspection et un travail de fond pour dire, OK, ce concept m'a intéressé. Eh ben, qu'est-ce qui se passe dans le milieu académique? Qu'est-ce qui se passe dans le milieu professionnel? Quelles sont les informations qui sont à ma disposition? Et c'est comme ça que je vais pouvoir améliorer mes connaissances et développer ce que je souhaite. Merci Loïc. Charles, est-ce que pour le mot de la fin? Charles? J'aime beaucoup toujours partager. Ah, on ne vous entend pas très bien. Ah, je ne sais pas si les autres vous les entendent. Non. La réalité des participants, c'est extrêmement. Allô? On ne vous entend pas très bien. Ça a coupé. Il y a des problèmes de bande passante là. Ouais. Sinon, est-ce que tout le monde a Dalila, vous avez parlé? Jean-Claude. Jean-Claude aussi. Oui, bon, je dirais que c'est une très, très riche collaboration. Et je rejoins Loïc et Roberto sur le fait d'approfondir beaucoup plus les bulles. Très bien, merci. Donc, Jean-Claude, oui. C'est toujours intéressant. On dirait surtout qu'il y a du partage d'expériences. Et dans certaines de ces expériences-là, on dirait c'est justement d'aller les fouiller un peu plus. Je pense entre autres à ce que Dalila a mis comme expérience au niveau du hashtag trashtag. C'est une expérience que Fort Wonderman m'a utilisée personnellement. Ça fait que le partage est toujours intéressant et la qualité du son s'est beaucoup améliorée. C'est vrai. Merci Jean-Claude. Joël, est-ce que, bon, justement, pour le mot de la fin. Ben, moi, je suis très content du collab 2019. Je trouve merveilleux qu'on puisse se parler autour de la table virtuelle à partir de plusieurs coins de la planète avec différentes perspectives et s'enrichir mutuellement des points de vue. Et effectivement, ben, il y a beaucoup d'empathie et beaucoup de respect les uns pour les autres. Moi, je trouve ça extrêmement enrichissant et je suis très content de tout ça. Alors, oui, moi, je vous invite. Une petite dernière question, Pascal. Comment tu as fait pour mettre le fond d'écran derrière toi? Ah, bah, c'est une option de zoom. Ah, ok, d'accord. Tu vas en haut dans les paramètres et il y a marqué fond virtuel. Il y a marqué arrière-plan virtuel. Elle est très intéressante parce que ça représente le concept du collab du savoir, à savoir être dans un espace géographique virtuel, mais étendu sur toute la planète, avec les beaux monuments derrière. Très bien vu, oui. Très bien vu, Loïc.
Joël, je te redonne la parole. Désolé de t'avoir coupé. Ah, merci, merci de me reconstruire après me couper. Donc, c'est ça qu'on va faire la prochaine fois, justement, c'est déconstruire le collab, le décortiquer pour comprendre plus les besoins des participants en tenant compte des points de vue qui ont été exprimés ici aujourd'hui, là, et voir comment on va faire ça et comment on va s'engager à le faire. Ça, c'est la question, là. C'est pas juste de dire, mais c'est de le faire. Donc, ouais, moi, je vous dis ici, Stéphane, Joël. attends, Hein? Je peux dire Stéphane. un mot, Joël, oui. Moi, parce que j'ai fait passer tout le monde, mais j'ai pas dit comment Ouais. j'ai vraiment apprécié ce moment et apprécié aussi d'avoir pu animer et d'avoir vécu, d'expérimenter, parce que je pense que ce qui est vraiment important, je rejoins Loïc, c'est d'approfondir, mais c'est aussi nous-mêmes d'expérimenter ensemble. Et là, c'était un sujet qui était intéressant parce qu'on pouvait expérimenter l'empathie et on a pu expérimenter l'empathie par l'écoute et l'innovation parce qu'il y a eu des pistes, des personnes ont proposé des façons de faire pour la prochaine fois et je trouve ça génial. Donc, on a en direct, en expérimentant, on a innové et on a vécu l'empathie. Voilà, merci. Merci à tous. Absolument. Donc, ici Joël Musard, à partir de MyCowork, j'ai le goût de vous dire bonjour, puis au prochain Collab 2020. Ciao, Ouais. au revoir. Au revoir. Ciao. Bye bye, Joël. Bon séjour en Europe. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. C'est par Aix-en-Provence. Arrivederci. C'est pas très loin, Aix-en-Provence. Le TGV, c'est rapide. Ben ouais, 3 heures maintenant. Ouais. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir, Dalila. Au revoir, Dalila. Salut FX.